Bienvenue à cette nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que vous allez très bien profiter du beau temps ces jours-ci avec le temps chaud qui arrive et le printemps. Sophia Yanantuano qui sera avec nous faudra du domaine de l'immobilier. Maxime Lapointe, qui est un jeune auteur, compositeur, interprète, incarne littéralement ce qu'il chante, sera avec nous. Belle découverte en perspective. Martin Labrec, nouveau collaborateur, nous parle de voyage à quelques semaines de peut-être vos vacances d'été. Avez-vous bien choisi votre destination? Lui qui sera là pour nous les vulgariser. Martin Tétu qui est auteur. Si vous avez ce vent de nostalgie qui peut-être vous envahit des années 80-90, un livre sur la question. Laura Pédebas aussi, qui, elle, est autrice d'un livre sur les randonnées à vélo. 50 destinations qu'elle a soit visitées ou d'autres collaborateurs ont visité à travers ce volume qu'elle nous présentera. José Laperle également du Cap me met au défi. Vous allez voir si je relève justement avec brio ce dernier. Étienne Lefebvre, nouvelle tête d'affiche ici de TV Laval, sera avec nous pour nous présenter ces deux nouvelles émissions que vous pourrez voir prochainement sur nos ondes. Aussi, Luc Gauthier, qui lui est du Théâtre musical de Laval, nous présentera une nouvelle production. Aussi, Sarah Feck et Gaël Gilles seront là pour nous parler de la réalité des femmes dans la construction. Il y a aussi Nicolas Vincent Poirier, un habitué qu'on adore, qui nous présenter un nouveau film. Et aussi, pour l'instant, Sarah Maud, photographe professionnelle. On se ramène à ce phénomène d'astronomie qu'on a tous vécu ensemble plus tôt cette semaine, soit l'éclipse de soleil et l'éclipse solaire. Et vous allez voir, ces clichés sont magnifiques. Je vous dis une bonne émission. Vous avez probablement tous été témoins de cet événement d'astronomie qui ne repassera chez nous au Québec en 2106. Assez incroyable les émotions et les photos et les magnifiques photos qui ont circulé sur nos réseaux sociaux. C'est parmi les plus belles que j'ai vues, celle de ma bonne amie et photographe, qui est d'ailleurs une de nos chouchous à cette émission, soit donc Sarah Maud, qui est bien sûr photographe journaliste, mais aussi ambassadrice pour Nikon au Canada. Salut Sarah. Salut Alex. Je suis vraiment content de revenir sur cet événement-là. Ouais. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai eu des émotions. J'étais bouleversé par ce que j'ai vu, le spectacle. Je me suis tellement senti petit par rapport à l'immensité. Puis, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on a été chanceux de notre vivant d'avoir été témoin d'un tel spectacle. Bien, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je savais depuis déjà 1 an que cette éclipse-là arrivait. Et j'avais déjà booké ça à mon agenda en sachant très bien que c'était un one-shot deal. Il n'y en aurait pas d'autres occasions comme ça pour moi, en tout cas, en tant qu'humaine, mais aussi en tant que photographe. J'avais jamais shooté ça de ma vie. Et honnêtement, hier, parce que c'était hier pour nous, là, ouais. Hier, en me levant, je me sentais comme à l'école quand j'avais mon examen final, qui compte pour toute l'année, puis que tu as étudié comme plus ou moins, tu sais pas trop comment ça s'enligne. J'étais nerveuse. Mais finalement, je m'étais trouvé un beau spot à Bromont, un bel endroit à Bromont. Et honnêtement, ça a été émouvant, ça a été remuant parce que tout d'un coup, en nature, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, là, mais en nature, il y avait presque personne avec moi, des astronomes. Donc, on était sur le bord d'un lac. Et tout d'un coup, quand c'est devenu complet, les oiseaux ont arrêté de chanter. J'ai senti la même chose. Le vent a arrêté de souffler. La température a descendu 10 degrés facilement, là, il s'est mis à faire froid, mais le silence et la lumière est devenue comme grise. Ouais. Pour un photographe, c'est... Wow, tu sais, je regardais, je shootais l'éclipse, mais en même temps, je regardais à côté, puis je disais, mon Dieu, tu sais, ben moi, fascinant. C'était ça pour répondre. J'ai aimé reprendre un peu, puis c'était différent, c'était une autre époque, mais dans les années 60, quand on est allé sur la Lune, les gens étaient tous rivés devant leur téléviseur. On a comme compris qu'on était tellement petit dans tout ce qui s'appelle l'univers. Et là, hier, j'ai comme, pour paraphraser justement Armstrong de 69, j'ai comme senti, c'est comme si je m'étais dit, OK, on a fait un grand pas pour la science et pour l'humanité, parce qu'on est tous été réunis. C'est rare, ces rassemblements ici, Parc Jean-Drapeau, pas très loin, il y a plus de 100 000 personnes. Il y a eu beaucoup de découvertes scientifiques. J'avais parlé avec Robert Lamontagne, l'astrophysicien, qui m'avait dévoilé à quel point ça a une grande portée scientifique pour tous ceux qui attendaient ça depuis des décennies comme lui, depuis 30 ans. C'est ce qu'il m'a aussi dévoilé en entrevue sur une autre plateforme. Alors, je pense que pour
tous, autant pour les astronomes amateurs, professionnels et scientifiques que pour nous. On a tous été touchés par ça. Et tes clichés sont magnifiques. On va les montrer dans les prochains instants à l'écran. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, excuse-moi, je te coupe, mais pour revenir sur ce que tu dis, c'est que je pense que l'être humain, on a besoin de se sentir. Ouais. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, un besoin justement de regarder dans la même direction, entre guillemets, de sentir une communauté qui est là, qu'on n'a plus du tout, ou moins. Et je pense que c'est aussi ça qui est très important qu'on a ressenti. Oui, c'est ça. Puis même, là, on remonte au peuple, les Incas, les Mayas, je veux dire, ils étaient tous fascinés par ce qui se passe dans le ciel. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas la compréhension de ce que nous, on peut avoir maintenant. Mais nous, on l'est encore. Alors, plusieurs milliers d'années plus tard, centaines d'années plus tard, on est tous tout le temps fascinés. Fait que c'est quelque chose qui, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit. Il y a la notion de hors de contrôle aussi. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui arrive comme ça, donc l'homme n'a pas main mise sur ce qui est en train de se passer là, et c'est ce qui est fascinant aussi. Puis c'est un spectacle qui coûte rien, entre guillemets, tu sais, à l'humanité. Et raconte-nous, parce que toi qui es professionnel de la photo, tu n'avais pas vraiment droit à l'erreur, dans le sens que là, c'était en peu de temps, il fallait que tu maximises finalement les clichés. Là. Ça s'est fait rapide. Là. Non seulement j'avais pas le droit à l'erreur, mais en plus de ça, j'avais plein de données que je ne connaissais pas, que j'avais étudié, j'avais regardé un petit peu à peu près l'expérience d'autres photographes qui l'avaient fait ailleurs, dans d'autres pays, mais il y a tellement de circonstances qui peuvent changer, jouer ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, tu sais, par exemple, si tu prends, tu sais, les crabes, on sait que ça va de droite à gauche, mais quand tu le sais pas, puis que tu prends une photo de crabe, puis tu t'attends, et qu'il part en courant, tu t'attends à ce qu'il aille vers toi parce que c'est la logique. Donc, ton anticipation, le temps que tu vas dire, OK, non, c'est pas par là, c'est par là que ça va, tu perds des instants de moment. Puis c'est ça qui est stressant. Donc, oui, tu es sur l'adrénaline, mais moi, comme une niaiseuse, j'ai oublié d'enlever le filtre au début. Tu sais, j'étais là, ouais, je l'ai perdu le soleil. Puis là, j'ai dit, mais non, il y a le filtre. Puis j'avais complètement oublié, puis je l'avais presque dévissé pour que ça soit. Même toi, une pro. Ben oui, parce que tu es dans le moment, tu es dans l'action, tu vois tout ça. Je voulais faire une shot là. Tu sais, j'ai 2 minutes, j'avais 2 minutes à peu près pour faire la photo complète et puis la photo comme sublime. Ça, ce qui s'est passé. C'est sublime. Et puis j'utilise du matériel que j'utilise jamais. Déjà, juste mon trépied, je l'utilise jamais. C'est aussi rare qu'une éclipse que je l'utilise, tu sais. Puis je me suis rendu compte que la tête, elle n'était pas pratique. Donc, tu sais, j'ai eu des contraintes techniques. Mais après ça, je me suis amusée, j'ai regardé les gens autour de moi, c'est fascinant. Il y avait tellement de choses à voir en même temps, tout en suivant ça, puis en même temps en me disant, j'espère que je suis à la bonne technique parce que je shoot, tu changes. Mais tu es contente que du résultat, je veux dire, sont fabuleux, ces photos-là sont magnifiques. Je suis contente du résultat. Je pense que j'en ai vu des merveilleuses aussi sur les réseaux sociaux qui étaient fantastiques. Je pense à mon ami Pat Baudry qui a fait une photo avec le stade olympique en avant, puis l'éclipse complète. Merveilleuse photo, magnifique photo. Mais je pense que c'est sur le plan humain, photographique, puis même familial avec nos amis, les gens qu'on aimait autour de nous, c'est surtout ça qu'il fallait vivre. C'est sûr, c'était une expérience inoubliable. Est-ce que tu penses leur donner une seconde vie à ces photos-là? Est-ce que tu penses les inclure dans une collection, dans quelque chose qui pourrait... parce que, je veux dire, il faut donner une seconde vie à ça. Bien, tu sais, j'ai toujours dit, en 2020, j'ai fait plein de photos pour moi, pour le plaisir, exactement comme j'ai fait là, pour vivre une expérience photographique. Et je les ai toutes vendues à un moment donné. Donc, ces photos-là m'appartiennent. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, si jamais un graphiste en a besoin ou si jamais une compagnie veut me les acheter, c'est possible. Bien, en tout cas, moi, puis comme tu dis, il fallait le vivre en famille. C'était ça aussi qu'il faut garder en tête. Rapidement, mais quand même, je veux qu'on mentionne, il y aura ta collection qui sera bientôt présentée dans une galerie à Montréal. Ben oui, écoute, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. C'est une collection entièrement de 16 œuvres de flamant rose dans un contexte très spécial. C'est des œuvres d'art. Elles ont été imprimées collection muséale, on appelle. Et je sors 4 œuvres primaires dans un collectif, dans une nouvelle galerie qui m'a prise sous son aile comme artiste, qui s'appelle la Maëlle Galerie, qui est sur Saint-Joseph à Montréal. Et à partir du 18 avril prochain, on verra 4 œuvres de mes 16 œuvres en primeur dans cette galerie-là. Et je ferai mon exposition complète d'ici la fin de l'année. Alors, dès le 18 avril, la collection d'art photographique, vous avez compris, Minka. Minka, exactement. Alors, c'est à retenir. Merci beaucoup à toi, Sarah, de nous avoir fait vivre à ta façon ce moment épique qui était C'était court, mais très agréable. Merci, Alex. Toujours comme d'habitude, moi aussi.
Le domaine de l'habitation ne cesse de changer. On est même en train présentement de légiférer pour le gouvernement québécois sur plusieurs réalités qui, d'ailleurs, dès demain, j'ose le dire comme ça, mais je l'image pour dire que ça touchera beaucoup de gens avec la façon de voir la réglementation aussi à court et moyen terme. Et on peut même y songer dans le sujet que notre chroniqueuse et courtière immobilière, Sophia Ianantuono, nous amène aujourd'hui. Salut Sophia. Bonjour Alex, ça va bien? Bien, ça va très bien. Tu nous amènes cette perspective, toujours dans la vente de maison. Comment véritablement éviter ces poursuites judiciaires puis de vivre finalement dans une transaction, de faire une transaction sans souci? Exactement. Moi, je dis sans souci parce que je dis toujours la prévention a bien meilleur goût. Ouais. Dans les 2 dernières années, il y a un document qu'on connaît bien, ceux qui sont dans les transactions, qui ont vendu ou bien qui ont acheté une maison, qui s'appelle la déclaration du vendeur. Et puis, ça me surprend encore des fois quand j'arrive chez un client qui me dit « je veux vendre ma maison », je dis « parfait ». Là, j'envoie toujours une ébauche de la déclaration du vendeur. Je dis « j'aimerais ça que vous vous familiarisez avec ce document-là ». Et ensuite, on cédule un moment. Je dis là, on a besoin au moins d'1 heure et demie pour remplir la déclaration du vendeur ensemble. Puis la première question est toujours « hey, il faut-tu que je dise tout, tout, tout? » Moi, je dis toujours « il faut dire qu'est-ce qu'on connaît ». Parce qu'il y a une inspection qui se fait, oui. Mais nécessairement, ce n'est pas tout parfois qui sera vérifié par ce dit inspecteur, exact. Par l'inspection. C'est ça. L'inspection reste une inspection visuelle. On ne peut pas commencer à démolir les murs. Il y a des places aussi dans l'inspection qui ne sont pas vérifiées. Exemple, la piscine, la tank septique. Donc, c'est des choses qui ne sont pas vérifiées. Et s'il y a des odeurs, une odeur, c'est un signe de problème. Puis des fois, même la personne qui habite là, il ne réalise pas toujours qu'il y a des situations qui doivent être réglées à la maison et qui doivent être déclarées. Donc, c'est pour ça, c'est notre rôle en tant que courtier immobilier de guider l'acheteur, le vendeur, oui. À savoir et à faire un examen visuel de la maison. L'acheteur aussi, dans d'autres situations, là, vous avez quand même ce mandat-là. Exact. Mais donc, c'est une obligation légale. Oui, on dit toujours pas de DV, pas de CCV, ça veut dire pas de contrat de courtage-vente si je n'ai pas ma déclaration du vendeur bien remplie. Mais il y a une implication qu'on doit comprendre aussi avec le fameux DV, comme tu dis. Là, oui. C'est quoi justement cette implication-là? Est-ce que c'est de comprendre qu'au mieux de sa connaissance, on donne les bonnes informations? Parce que, tu sais, on se dit toujours, les gens sont de bonne foi. Mais il y a quand même, malheureusement, ça existe des gens qui, intentionnellement, ne vont pas dire la vérité ou toute la vérité, comme dirait l'autre. Oui, et aussi, il y a des oublis des fois. Oui. Ça, c'est vraiment vrai. On le voit dans les jeunes ou dans les moins jeunes, ou même des fois, des gens connaissent pas c'est quoi de la construction. Donc, ça vient pas toujours d'une mauvaise foi. Donc, c'est là que je me dis, c'est vraiment ma responsabilité de faire la tournée avec les gens qui ont l'intention de vendre leur maison et d'aller... Tu sais, moi, je vais jusqu'à tirer la chaîne d'eau. Ah oui, à ce point-là. On ouvre. Moi, je fais le tour de la maison. Y a-t-il des fissures alentour de la fondation? C'est des choses qu'on réalise pas. On habite au Québec. On va d'extrême froid à extrême chaud. Donc, c'est important de faire un visuel de tournée. Puis moi, je fais juste leur donner, ça, parce que j'ai de l'expérience. Ça peut être problématique. Il faut regarder ça. Alentour de la fenêtre, j'ai remarqué que... Avez-vous remarqué que quand vous faites aller la salle de bain, qu'il y a un toc, toc, toc plus loin? Donc, c'est pas parce que je veux mettre en lumière un problème de la maison. Moi, j'essaie d'éviter. Ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, au moins, quand on est outillé, bien là, on est plus prête à quand l'inspecteur va venir, ouais. S'il dit quelque chose, bien, on est déjà outillé. Pourquoi? Parce que déjà dans la déclaration du vendeur. Est-ce que, par contre, il y a des choses qui sont peut-être plus évidentes, tu le disais, la tuyauterie, des choses comme ça qui, oui, on doit parfois creuser un peu, mais ça se voit quand même assez rapidement. Mais la qualité de l'air, des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé suite à une mauvaise qualité de l'air, ça, c'est quelque chose que tu ne sauras pas à court, même moyen terme, là, parfois dans certains cas. Donc, est-ce qu'il y a des choses, par contre, qu'on peut, même vous êtes en mesure de déceler quand même? Moi, je pense à la qualité de l'air, là, mais oui. Bien, tout dépendant de s'il y a un échangeur d'air, oui ou non. Ouais. C'est pour ça, dans la déclaration du vendeur, j'ai écrit ici pour qu'on regarde ensemble. Les gens, souvent, ils ne réalisent pas, mais une déclaration du vendeur, encore plus aujourd'hui, en 2024, c'est rendu presque un petit
une brochure, on va dire, vraiment un bilan de santé de la maison. Donc, tu sais, les gens vont dire, c'est quoi qui est écrit dans la déclaration du vendeur? Donc, on regarde l'aspect du terrain. Est-ce que, tu sais, c'est quoi notre zonage? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a déjà une clôture ou non? On a les limites du terrain, où est-ce qu'il est balisé, tout ça? C'est ça. Ouais. Y avait-tu un dépotoir dans cette région-là? Y a-tu déjà un signe de périte? Avez-vous un rapport de périte et tout ça? On regarde aussi les dommages causés par l'eau. Ça, je vous dirais, là, c'est vraiment un grand scénario parce que c'est courant qu'il y a des problèmes d'eau, qu'il y a une douche qui a coulé, il y a un lave-vaisselle, il y a une toilette. Puis les gens, pour une raison ou une autre, ils ont peur de déclarer ça. Mais il faut, parce que s'il y a eu de la moisissure, quand l'inspecteur va venir, il va mettre son radar d'hydratation. Tiens, comment ça ici? Il y a un petit spot, tout d'un coup, ça montre rouge au lieu de vert. Alors, ça peut aller vite, oui, c'est ça. Ça sort. Surtout si tu habites près d'un cours d'eau, je pense à la rivière des Mille-Îles, des prairies, ici sur le territoire de la Valois. Quelqu'un qui a fait une réparation dans la douche ou qui a eu un problème, il y a un bris de tuyau qui se passe, personne ne le sait. C'est des petites gouttes qui tombent, puis après ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ouvre un mur, quelqu'un veut faire une rénovation, il se retrouve avec plein de pourritures en arrière du mur. Il appelle et dit « Hey, vous n'aviez pas marqué qu'il y avait une fuite d'eau dans la douche en haut? » J'ai une petite question comme ça, mais évidemment, garde libre à toi de me répondre et je ne vais pas te prendre à contre-pied. Mais là, on remarque beaucoup, tellement qu'on est, dans certains cas, je le vois beaucoup d'amis qui sont dans le domaine de l'immobilier comme toi ou qui sont des travailleurs en construction qui me disent qu'on construit à un rythme tellement rapide présentement qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui coupent les coins ronds. Et qui, dans un avenir rapproché, on va se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes sur nos structures de maisons, au Québec notamment. On manque de main-d'œuvre, alors on essaie de devoir livrer les maisons à temps. Il y a des cas d'horreur, des histoires d'horreur qui sortent assez couramment. Est-ce que dans des maisons, des fois, on pense que c'est des maisons qui ont peut-être 50 ans, 60 ans ou un certain âge années de construction, qui ont une longévité. Est-ce que vous remarquez quand même des cas comme ceux-là, des maisons qui ont peut-être juste une dizaine d'années de construction, 5 ans de construction qui sont vendues et que vous remarquez des vices finalement? Mais moi, je pense qu'au Québec, on est vraiment bien protégés. On a quand même la RBQ qui contrôle tout. C'est comme, sont vraiment présents sur les chantiers. Donc oui, comme tout. On regarde les réfrigérateurs, les voitures, nos vêtements. Tout est fait avec une moins bonne qualité. Mais pour dire que c'est un grand nombre qui s'est c'est amplifié, non? C'est ça. Moi, je ne penserais pas. Écoute, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas assez connaissante dans ce dossier-là. Mais tu sais, dans notre jour par jour, c'est pour ça qu'on a une déclaration du vendeur. C'est pour ça qu'on a aussi une inspection. Puis c'est aussi qu'après ma déclaration, là, si j'ai comme remarqué qu'il y avait comme 15-20 choses qui m'inquiétaient un petit peu, c'est là que je viens. Puis je dis, c'est-tu? Je réfléchis. Oui, moi, je vais vous recommander de faire l'inspection pré-achat. Pourquoi? Parce que la maison a le temps d'années, j'ai remarqué des bonnes fissures. Combien ça va coûter réparer la fissure? Si-tu as une fissure à 500 $ ou bien une fissure à 2000 $? Donc, au moins, on a déjà l'expérience, on a une connaissance, puis on a déjà peut-être des soumissions pour la personne qui s'intéresse à la maison. Alors, libre par la suite aux acheteurs ou librement de choisir si on achète ou pas. Oui, puis des fois, il y en a qui vont dire même, je vais la faire réparer avant. Donc, dans ma déclaration, je vais écrire fissure à telle place dans la maison, réparée par une certaine compagnie, je prends la facture puis je les mets dans Centris. Comme ça, les gens sont rassurés. Donc, c'est de rassurer les vendeurs, rassurer les acheteurs, puis aussi d'éviter les surprises. Parce que des fois, la personne n'est pas au courant qu'il y a des problèmes avec la maison. Puis là, l'inspecteur arrive, pouf, il y a une réduction de prix. Puis là, ça engendre toutes sortes de problèmes, même avec le financement. Les banques qui se questionnent, on veut éviter ça. Certainement, surtout quand c'est l'achat d'une vie. Merci beaucoup à toi, Sophia. Ça me fait tellement plaisir, Alex. Merci. On a ça en commun, on shake la patte les deux, puis en plus, on boit du jus d'orange, congelé McCain. Preuve à l'appui, Maxime Lapointe, t'as-tu ça? Oui! Good! Comment vas-tu? Ça va super bien, puis toi? Oui, je me devais de le dire. Je me devais de faire cette petite mention-là parce que je trouvais ça sympathique avant qu'on ouvre les caméras pour que les gens soient témoins de notre conversation. On a ça en commun, mon cher. On t'a vu à La Voix. Évidemment, il y a plusieurs années, il y a une pandémie aussi qui s'est passée depuis. Hein? Ça, c'est quand même pas à négliger. Et là, tu reviens avec un nouveau vidéoclip pour te faire mal. On va en entendre un extrait à l'instant.
suis seul et puis mon amour qui me fait la gueule. Mais moi, je fais quoi de tes crises? Je bois, je fume et je m'analyse. Je fais de la musique pour te faire mal. Je chante et je crie pour te faire mal. Mais je me blesse aussi dans mes journées de gris. Alors, on vient d'entendre cette chanson, vidéoclip aussi, qui nous ravive à l'esprit que tu as fait quand même beaucoup de chemin depuis ta sortie de la voix, Maxime. Ce vidéoclip et cette chanson-là évoquent quoi? Pour te faire mal, c'est une chanson spéciale pour moi parce qu'on se demandait si on n'allait pas la sortir en premier. Tu sais, là, pour moi, ça close un chemin incroyable. Là, comme tu as dit, il y en a du chemin depuis la sortie de mon album. Pour te faire mal, c'est une chanson que j'ai comme une relation spéciale avec cette tune-là parce que c'est des mots qui sont tellement puissants. Cette chanson-là, dans le fond, pour te faire mal, c'est qu'ultimement, puis on le voit dans le vidéoclip, c'est à moi que ça fait mal. Fait que c'est comme un peu spécial de dire pour te faire mal, puis finalement, c'est un reflet de moi-même, là. On pensait vouloir la sortir en premier, cette chanson-là, puis on a finalement décidé de closer l'album avec, puis faire ça en beauté avec un vidéoclip. Oui, le vidéoclip est vraiment poignant. Puis est-ce que tu dis c'est toi, donc, en l'occurrence, mais je pousse plus loin, est-ce que c'est une fille qui, disons, a pas été une fine? T'as pas été une gentille envers toi? Est-ce que je vais le dire comme ça, Écoute, en étant poli? Je vais prendre une gorgée de jus d'orange. Vas-y, avale tes émotions, là. C'est le temps de livrer tes émotions. On est là pour ça aujourd'hui, là. Je suis ton psychologue aujourd'hui. C'est ça, je te dirais que c'est surtout pour me psychanalyser moi-même. Tu sais, je laisse la toune vivre, puis elle peut vouloir dire des choses différentes pour tout le monde. Mais ultimement, c'est peut-être moi qui n'ai pas été gentil, tu sais. OK. Ouais. c'est peut-être, dans le fond, c'est peut-être moi, dans le fond, qui est l'innocent dans cette histoire-là. Alors, Mais... Non, mais vas-y, je te laisse poursuivre. Mais ultimement, je te dirais que oui, c'est souvent des choses que j'ai vécues, là. Ouais. D'ailleurs, ton disque Papa lancé en octobre 2022 évoque, c'est sûr, ton père. Tu as eu un deuil à faire, puis quand même de façon assez brutale également suite à son départ. Comment c'est arrivé aussi? Comment on s'en remet de ça? Est-ce que c'est l'album qui a été thérapeutique pour toi, mais ultimement, comment on réussit à traverser tout ça? Ça, il n'y a pas de secret, puis je le souhaite pas à personne. Je te dirais qu'on s'en remet jamais vraiment, mais on vit avec ça. Puis, tu sais, pour moi, Papa, ça a été un deuil, cet album-là. Ça a été 7 ans condensés d'émotions pures et dures, là. Moi, j'ai été content d'avoir la tribune. Je suis chanceux, tu sais, d'être où est-ce que je suis, puis d'avoir l'équipe que j'ai avec moi, derrière moi, d'avoir la tribune, de pouvoir parler de ça. Pour moi, c'était évident. Ouais. Je te dirais que le suicide, c'est quelque chose qui est tabou dans la société, puis je comprends pas pourquoi. Parce qu'on a tout déjà pensé à ça, on a tout déjà vécu ça, on a tout le temps du monde autour de nous autres. Puis je pense qu'aller en parler, ça peut peut-être venir mettre un peu de baume là, sur le bobo, tu sais. Venez d'en jaser, puis que ça soit pas tabou. Pour moi, c'est pas une défaite d'en jaser, tu sais. C'est une réussite en tant que telle, puis peut-être que si mon père n'avait parlé, il serait là, tu sais. Fait que moi, dans la vie, je pense que je me range du côté de faire de la prévention, là. Oui, on le sent parce que c'est une thématique, bien sûr, qui revient dans l'album. Je trouve ça délicat. Fait que je suis content et je te remercie d'avoir eu cette ouverture pour toi, évidemment, d'en parler parce que ça peut peut-être inspirer des gens par ton ouverture à travers tes chansons. Puis, est-ce que c'est la musique? Des fois, on dit ça, la musique m'a sauvé la vie, mais ça peut paraître cliché pour certains. Mais est-ce que pour toi, c'est le cas? Je ne veux pas être catharsique non plus. Tu sais, je te dirais... c'est flou. La musique, oui, m'a sauvé la vie, mais m'a surtout montré un mode de vie et un style d'être particulier, là. Ça l'a forgé qui je suis, ça, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'en même temps, quand on arrive, tu l'as dit tantôt en parlant de la chanson Pour te faire mal, tu as dit c'est comme la dernière, c'est le dernier extrait de l'album. Puis là, de ce que je comprends, c'est que par la suite, tu vas être ailleurs. Et visiblement, tu sembles ailleurs aussi présentement dans ta vie. Mais quand tu arrives à la fin d'un cycle comme celle-là, chanter ces chansons-là, est-ce qu'il y a une forme pour toi de deuil à faire ou est-ce que ça te met dans un état, OK, j'ai hâte d'être passé d'aller ailleurs parce que j'ai peut-être, je veux me sortir un peu de ces émotions-là finalement pour pouvoir continuer à avancer concernant les chansons et l'album Papa?
Ben écoute, c'est sûr, moi, c'est la première fois là, que je passe au travers d'un projet qui est le projet d'une vie. Là. Tu sais, cet album-là, c'est l'apogée de tellement de travail en arrière sur tellement de sujets. Tu sais. C'est sûr que c'est spécial en tabarnouche. Là. On est en train de tourner une grosse page, puis là, ces tunes-là, avec les shows, on a fait beaucoup de spectacles à droite et à gauche avec cet album-là. Ça va faire du bien d'avoir plus de stock. Là. J'ai hâte de présenter la suite. Puis je te dirais que l'album, je suis quand même content de passer au travers de d'autres choses. Là. J'ai hâte en tabarnouche de présenter des nouvelles affaires. Ça va être quoi ces nouvelles affaires-là? Ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Tu veux t'exprimer sur quoi? Qu'est-ce que tu as à dire? Je te dirais que ça se traduit sur un deuxième album qui est en conception en ce moment, puis ça se traduit sur les relations. Okay. Mais les relations entre humains, pas les relations amoureuses. Ah, OK. Et ce sera lumineux, j'ai l'impression? Ça va être beaucoup plus lumineux, ouais. On s'en va ailleurs, puis on s'en va aussi dans de quoi qui bouge. OK. Une charge émotive différente, musicale, de ce que je comprends, un peu différente. En tout cas, j'aime beaucoup ta voix. Je trouve qu'il y a quelque chose de puissant qui s'en dégage. Il y a une facilité pour toi déconcertante, je trouve, à nous livrer un texte, à nous vraiment à incarner tes chansons et tes émotions. Ça, bravo pour ça. Bon, d'ici là, le processus est en chantier, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a une date de déterminée de sortie ou de projetée pour toi? Moi, je me presse pas. Je pense que je veux faire ça comme il faut. L'autre qui a pris 7 ans, lui, il est déjà bien avancé. Ouais, ça va être moins longtemps. Ouais, c'est ça. Ça ne prendra pas 7 ans. Ben, moi, je me perds au Bahamas une couple d'années. Je te dirais que l'autre, je veux pas donner encore de date. Je veux que ça soit bien cuit, puis bien préparé, puis quand ça va sortir, ça va valoir la peine. En tout cas, on va t'attraper en spectacle, évidemment, et puis on écoute ton album. J'invite les gens, peut-être que ça peut leur faire plaisir de découvrir un nouvel artiste. Tu chantes en français en plus, tu as une belle poésie. Alors, l'album Papa qui est toujours disponible. On sera attentif sur tes réseaux sociaux pour la suite. Merci beaucoup, puis tiens, je vais prendre une gorgée de toi, ça va être de jus orange, moi ça va être de café. À ta santé, mon cher. That's it. À votre santé, vous êtes des amours de m'avoir invité, je suis très content. À bientôt, Max. Bye. À bientôt. Bye-bye. On arrive à ce moment de l'année où on commence à penser aux vacances estivales. On commence peut-être à booker, vous allez me permettre, l'espagnol, peut-être des séjours outre-mer où on commence aussi à regarder sur des sites de voyage en ligne, les rabais, les bonnes affaires. Là. Mais il y a quand même des bonnes choses à savoir et comment peut-être pas se faire avoir le meilleur prix, se protéger, la protection aussi en tant que voyageur, ça a tellement une importance. Et Martin Labrec est un nouveau collaborateur, je suis content. Il est propriétaire de l'agence Vacances Voyage ici sur le territoire lavallois, bien connu. Martin Labrec, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Content de vous accueillir. Puis je le disais, là, on arrive dans ce moment de l'année, en avril, on commence à booker nos voyages pour cet été. Oh, même Noël puis jour de l'an. Ah oui, déjà des gens qui vont dans votre agence et qui pensent déjà à ça? Oui. Ah oui, quand même. Moi, je ne suis pas rendu là, en tout cas. Mais par contre, je voulais savoir parce que, tu sais, je le disais, on n'a jamais eu, je pense, en tant que voyageur, autant de facilité à regarder, à repérer, à avoir accès à peut-être des destinations de rêve qu'on commence même à regarder les photos, les vidéos. Et qu'est-ce qu'on doit savoir là, pour peut-être encore pour mieux faire comprendre le besoin peut-être d'avoir recours à un agent de voyage? Parce que vous pouvez protéger aussi beaucoup les voyageurs également. Là. Oui, moi, avoir une agence, d'abord, j'adore que les voyageurs rentrent à l'agence qui ont vu des pics sur Internet, des choses comme ça. Ça veut dire que déjà là, ils ont identifié quelque chose qui les interpelle. Par contre, ce que les gens voient souvent, c'est le prix, le produit, mais c'est tout, ou c'est le beau-frère, la belle-sœur qui l'a fait, puis c'est pas nécessairement ce qu'eux ont besoin. Alors que je te pose la question, juste toi, Alex, quand tu regardes un forfait, là, puis tu fais des recherches, c'est quoi tu fais comme recherche, puis c'est quoi qui t'interpelle? Moi, ça va être le plein air. Moi, je suis un gars de plein air, je suis un gars qui aime bouger, je suis pas du type à être assis sur une plage, par exemple, à faire la farniente, puis bien que c'est bien correct pour certains, mais moi, je suis pas de ce type de profil-là. J'aime découvrir, voyage sac à dos, voir l'architecture, goûter au vin, découvrir
aussi le côté culinaire, la culture locale. Moi, j'aime ça, là, vraiment connecter avec une culture locale quand je la découvre. Me faire complètement dépayser. Là. Je vais répondre pas à mon nom personnel, mon nom de la profession des conseillers voyage. Ouais. Je dit le mot, on est conseiller. Donc, on donne des conseils. Si je prends le discours que tu me fais là, je vais faire la même chose. Je vais faire une corrélation. Je vais dire, Alex, parle-moi de toi. Parle-moi de tes expériences antérieures, les endroits que tu as aimés. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a interpellé? On va regarder également les besoins de date, qui tu es. C'est ce qu'un agent de voyage va faire. Donc, faire le profil du voyageur. Et ce qu'un clavier d'ordinateur ne fait pas. Ouais. C'est très humain comme approche. Et je trouve ça correct que tu amènes un produit, mais c'est peut-être pas le bon produit. Il va peut-être amener quelque chose que tu n'as pas trouvé. Alors, c'est ça qu'un conseiller voyage fait. Il va partir d'un besoin, comme tu as, puis on va travailler avec. On va faire une corrélation entre ce que tu as vu, ce que tu recherches, puis le produit final. Mais je ne sais pas si je me trompe, mais justement, c'est peut-être parce que les gens bookent davantage par eux-mêmes où il y a une tendance, mais moi, je vois beaucoup de gens qui, autour de moi, sont déçus ou peut-être s'attendaient à mieux parce qu'ils se sont fiés justement par des photos sur Internet, des vidéos, mais n'ont pas nécessairement peut-être fait affaire avec un agent de voyage. Puis vous avez accès à des gens, vous connaissez des fois les instances locales, vous connaissez les resorts, vous connaissez les compagnies de croisière. Vous êtes en mesure aussi de bien vulgariser le produit aussi, là, ou avec qui on fait affaire. Là. C'est sûr j'ai quand même investi une somme colossale dans les voyages moi-même. Donc, je partage un agent de voyage ou un conseiller voyage. Alors, il partage son savoir, mais on a aussi un réseau de contacts avec nos fournisseurs qui est privilégié. Donc, le fournisseur, je parle directement avec celui qui a monté le tour en Italie. Fait que quand j'arrive à chercher de l'information, je ne peux pas être mieux en bon français plugué. Ce qu'un clavier d'ordinateur ne vous offre pas. Ouais. Alors, c'est ça qui est important vraiment. Là, l'agence est capable de faire ce lien-là, cette connexion-là, qu'un clavier ne fait pas. Vous pouvez le faire par vous-même, mais regardez le nombre d'heures que vous allez investir. Ça n'aurait-il pas été mieux opportun de mettre ce travail-là, c'est un travail rémunéré, d'aller chercher une coupe de 100$ de plus, puis de faire affaire avec un agent qui va vous arriver avec 3-4 produits, puis il vous laisse choisir après. Bien, justement, on parle un peu des erreurs. Là. On est un petit peu là-dedans de la part de certains voyageurs. Là. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que vous voyez avec votre contact avec les gens? Le problème, je te dirais, c'est le fixe des forums de discussion. Je m'en sers. Moi, un outil que je me sers beaucoup pour montrer des produits, c'est YouTube. J'adore YouTube. Tu peux voir des choses, mais les gens vont focuser sur les forums. Et malheureusement, les forums, ça attire les commentaires négatifs. Quand les gens voyagent puis sont satisfaits, bien, ils n'iront pas prendre du temps pour dire qu'ils ont aimé ça. La plupart de mes voyageurs qui voyagent, quand ils sont contents, ils me rappellent le voyage d'après, puis je n'entends pas parler. Mais s'ils ne sont pas contents, tu peux être sûr que la première personne qui appelle « Martin, j'ai un problème, j'ai un préjudice, aide-moi », bien, les forums, c'est un peu comme ça. Fait qu'on attire une énergie qui est très négative, une trop grande fixation. Il y a trop de temps qui est pris à rechercher. Je comprends qu'en moyenne, les gens, entre 6 et 12 heures, c'est pour arriver au même résultat, alors que tu pourrais rencontrer un agent, il va t'arriver avec 3-4 produits. Tu peux toujours valider en arrière, mais tu vas arriver au même résultat. C'est un peu comme confier un travail de peinture à un peintre. Il va vous la peinturer en 2 heures, votre pièce. Vous, ça va vous prendre 2 jours. Calculez le temps que vous perdez. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Puis aussi, je te dirais, c'est des erreurs modifiables que vous faites en ligne. Quand vous rentrez sur un billet d'avion, sur un site d'Air Canada, vous faites une erreur de frappe. Bien, si l'agent le fait, c'est lui qui va l'assumer. Puis c'est lui qui va défrayer le coup, puis c'est lui qui va réparer. Mais vous, si vous arrivez, puis c'est 100% non remboursable, puis vous devez attendre 8 heures en ligne, c'est ça la grosse erreur. Est-ce que c'est la protection, ni plus ni moins? C'est la protection que vous pouvez offrir de façon supplémentaire dans ce cas-là? C'est la tranquillité d'esprit, comme je disais tantôt. Avant, pendant, puis après le voyage, l'agent de voyage s'occupe de tout. Et puis également, ce que je trouve le fun à faire, c'est que l'agent de voyage, il y a une stratégie d'achat, ce qu'un clavier d'ordinateur ne vous donne pas. Exemple, on a des promotions qui sortent bientôt. Bien, je vais appeler mes gens qui voyagent dans le temps des fêtes parce que les dépôts sont réduits, les couvertures d'assurance, tout est réduit, les tarifs sont réduits. Il y a une belle promotion. Également aussi, l'agent de voyage, dans sa stratégie, va faire affaire à des achats québécois. L'exemple, la fameuse COVID. Tous ceux qui ont acheté en ligne des croisières se sont ramassés avec des crédits voyage et il n'y avait rien à faire. L'argent était dans la compagnie, c'est-à-dire, OK, t'es en Floride, tu prends un avocat en Floride, tu vas chercher ton argent. Moi, tous mes clients qui avaient des crédits voyage avec les compagnies, pour ne pas les nommer, Vacances Air Canada, encore Croisière, avec qui je fais régulièrement affaire, qui ont pignon sur à Montréal, on a été capable d'aller chercher cet argent-là puis de la ramener aux clients. Donc, c'est une protection additionnelle. Également, si la compagnie fait faillite, vous achetez en ligne, il y a un fonds d'indemnisation. Beaucoup de mes voyageurs ont perdu des billets d'avion pendant la pandémie, ou il y a une grève ou un volcan qui a éclaté. Il y a eu une couverture qui a été faite là-dessus. C'est des protections que vous n'avez pas en ligne, mais les gens ont la fascination du prix, l'erreur qu'ils font, une fascination du prix puis le nombre d'étoiles. Ça, c'est une affaire que je rends en ligne. 5 étoiles, 4 étoiles. Il n'y a pas de standardisation dans les hôtels.
Il y a juste des bons choix, des mauvais choix. Puis c'est pas parce que c'est un 5 étoiles puis l'autre c'est un 4 qui est nécessairement mauvais. Ça va avec ton profil, les besoins. Je prends exemple, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « moi, je veux me reposer », puis l'année après, il va faire le party. Pourtant, c'est le même voyageur. Mais ça peut changer selon la réalité, oui. C'est ça. Et sur Internet, on a des photos, on est projeté, on est stimulé. Mais il ne faut pas oublier que c'est de la publicité. Un agent de voyage, il est neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est de fidéliser le client. La meilleure façon de le fidéliser, c'est quoi? C'est de bien se servir. Merci beaucoup, Martin. À bientôt. Daniel. Et bon voyage. Est-ce que pour vous, le cube Rubik à Musique Plus, l'arrivée peut-être d'émissions ou d'artistes comme Michael Jackson, Thriller 1982, ça vous ravive à l'esprit plein de souvenirs, la nostalgie en tout cas. On l'évoque dans ce nouveau livre, Cindy et Fred, soit perdu dans les années 80 de l'auteur Martin Tétu, qui est avec nous à la fois pour aussi jaser parce qu'il avait été l'auteur d'un livre fort remarqué, Félix au Café Temporel, qui faisait un peu l'éloge des années 90 et 2000. Salut, Martin Tétu. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Un fin nostalgique ou... Est-ce que je suis nostalgique? Disons, en fait, même maintenant, les années 80 sont revenus à la mode, donc on ne sait pas si on est à la mode ou on est nostalgique, mais c'est sûr que moi, les années 80, c'est mon adolescence. C'est encore présent en moi, mais le roman, l'idée, c'est finalement, c'est présent en quelqu'un qui a vécu ces années-là, un X, mais ça peut être présent chez d'autres personnes qui ne l'ont pas vécu. Selon les fameuses expressions, des fois, on peut être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécue. Oui, puis des fois, c'est transmis par la musique, l'habillement, par nos parents, finalement, qui sont là pour témoigner d'une époque qui les a marqués aussi. Effectivement. Une époque qui, peut-être, même pour des jeunes actuellement qui ont 20 ans, les années 80, est une époque peut-être qu'il aurait aimé être, qui était plus relax, qui était plus cool, qui était plus lumineuse peut-être que maintenant. Oui. Bien, c'est ce qu'on voit. On sont des jeunes et ils sont l'éco-anxiété. Il y a vraiment, on n'a jamais autant parlé de santé mentale. L'anxiété, qu'on dirait, fait partie de nos vies. Il y a eu une éclipse solaire récemment. Beaucoup de gens qui étaient apeurés de ce genre d'événement-là. J'en voyais beaucoup qui étaient apeurés. Mais ce qui était quand même assez dénotable dans votre livre, justement, c'est que on a un dialogue entre deux générations, justement. Fred qui, lui, a vécu l'époque et Cindy qui est plus jeune. Pourquoi ce dialogue-là est important pour vous entre deux générations? Bien, le précédent roman, Félix au Café Temporel, on suivait un jeune à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, puis c'était vraiment le trajectoire d'un X. Là, ce que j'ai voulu faire avec le dernier roman, c'est le fameux X. En fait, ils ne vivent pas sur une île, ils sont en relation avec d'autres générations. Puis je me suis un peu questionné sur quel est l'héritage des X, en fait. Qu'est-ce que les X transmettent aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à d'autres? Est-ce qu'ils peuvent... parce que souvent, les X, ça a été des gens qui l'ont eu assez dur, qui n'ont pas vraiment eu de job, que ça a été problématique. Chômage, incroyable. Exactement. Ceci dit, ils ont quand même développé une forme de résilience qui peut être intéressant d'être transmis à d'autres générations, notamment ce gars-là, Fred, qui va dans une librairie, il rencontre une disquaire là-bas et il y a une connexion qui se fait de façon improbable, finalement. Est-ce qu'il y a aussi il y a cette forme de liberté qu'il y avait encore, cette innocence dans les années 80 qui a pu, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a une liberté qu'il y avait encore dans les années 80 qu'on n'a plus maintenant, là. Et ça, c'est un rêve, un désir pour les jeunes peut-être de l'avoir, cette liberté-là. Effectivement. En fait, moi, j'ai enseigné quelques années à l'UQAM, puis j'étais avec des gens probablement de cet âge de Cindy, puis je trouvais qu'il était avec beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir, évidemment. Puis dans le film, dans le roman, en fait, on présente toutes sortes de films aussi, les comédies romantiques des années 80, tout ça. Puis j'en ai écouté une récemment aussi encore. C'est ça, Breakfast Club, entre autres, mais il y a une forme d'optimisme, même si c'est pas le drame de l'adolescence, mais une forme de foi à l'avenir qui peut-être fait du bien maintenant de se replonger là-dedans. Bien, je ramène ça, mais on a vécu tous ensemble l'événement qui était l'éclipse solaire. Et je pense qu'une des choses qui est ressortie le plus, c'est justement de connecter ensemble à un événement qui est plus grand que nous, puis on était tous ensemble pour le faire. Absolument. Là. Mais ça, c'est une autre chose aussi, c'est que dans ces années-là, la musique de Duran, des films, c'était des marqueurs. Tout le monde voyait un peu les mêmes choses. Il y avait une sorte de communauté qui se faisait. Tantôt, on parlait de sociologie, mais il y avait une forme de sociologie autour d'objets culturels. Maintenant, c'est assez éclaté. Chacun écoute un peu ses affaires. Ouais. Fait que c'est moins évident pour les gens de se retrouver, disons, dans quelques œuvres culturelles. Ben oui, puis ça n'a pas tant changé. Ben, en tout cas, moi, quand j'ai vécu mon secondaire dans les années 2000,
On avait la gang des métalleux. Il y avait la gang il y avait des... 4 gangs. Oui, c'est les gangs des skaters. Il y avait la gang des poteux, ça c'est une autre affaire. Mais, non, c'est comme Breakfast Club, finalement. Mais maintenant, il faudrait faire un Breakfast Club fois 50, finalement, 50 personnes. C'est une chose qui me rend nostalgique parce que j'ai été disquaire. OK. Durant encore la fois qu'il y avait des magasins de disques, alors je suis nostalgique. Tu sais, je trouve que dans votre écriture, je vois aussi, c'est très, pour emprunter un terme, mais cinématographique, là. C'est bien écrit, je trouve, dans ce que vous nous dépeignez, même dans Félix, là, au Café Temporel. Café Temporel, plutôt. Là. Est-ce qu'il y aura une trilogie? Est-ce que la prochaine étape, c'est d'écrire les années 2000 ou de décrire une autre Oui, bien, je continue à explorer toujours cette question-là des années 80-90, mais vraiment toujours dans un regard maintenant de plus en plus sur le réel, sur le concret présentement, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de ces années-là. Puis finalement, parce que ça n'a pas été beaucoup fait pour la génération X, ça a été fait beaucoup plus pour les boomers, mais ça n'a pas été fait pour les X, donc c'est un peu ça mon rôle, finalement. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Oui, peut-être pour vous, pour l'instant, votre perception? Bien, c'est-à-dire, c'est un peu les X présentement en 2024, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que souvent, des X n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu avoir. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils s'accommodent de ce qu'ils n'ont pas eu ou est-ce qu'ils peuvent radicalement changer? Quand ils ont des enfants, peut-être leurs enfants vont avoir une vie plus intéressante qu'eux. Donc, c'est toutes ces questions-là à se poser. C'est très intéressant. Là, vous allez être, je pense, très prochainement au Salon du Livre de Québec, si je ne m'abuse. Oui, du 11 au 14 avril. Donc, on a un kiosque pendant 4 jours avec des pochettes de disques des années 80. On diffuse de la musique, on prend un café avec les gens qui viennent nous voir. Et évidemment, les gens doivent être... Je pense qu'on a besoin, dans la période... après pandémie, d'avoir des choses qui nous font du bien, des choses, j'oserais dire rassurantes, mais des choses on le voit dans les offres, autant cinéma, livres, littérature, musique. On revient souvent à ce qu'on aime, à ce qu'on a connu. Je pense que les gens ont besoin de ça. Ça doit être des commentaires que vous recevez dans les salons du livre aussi. Oui, absolument, absolument. Surtout que, étonnamment, alors que les gens ont besoin de ça, il y a quand même toute une production un peu catastrophique, autant en littérature qu'en film, etc. Donc là, c'est pas pire que ça cohabite aussi, cette idée-là de revenir dans un temps où, par exemple, juste un temps, le fait qu'il n'y avait pas de cellulaire était un temps où la vie était quand même plus lente, les gens profitaient plus de in real life, finalement. C'est ça, ne serait-ce que d'écouter une série, là. Je veux dire, tu jasais de ça le lendemain là, au boulot, là, c'était le sujet de conversation. Tu devais attendre à la semaine suivante pour avoir les suites de l'intrigue et tout ça. Maintenant, tu peux l'écouter en une seule journée. Tu as tapé le binge-watching en espagnol. C'est vrai que ça a défait un petit peu notre façon peut-être d'aborder les œuvres également. Puis se faire réfléchir aussi. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que ça, il y a comme une réaction aussi à ça. Il y a des gens qui reviennent avec un cellulaire flip, toutes sortes de choses. Peut-être même qu'il va y avoir une nouvelle génération qui vont couper tout ça. Donc, c'est pas gagné, c'est pas fini, on ne sait pas où est-ce que ça va mener, en fait. Mais mon père a un flip, mais c'est pas pour la même affaire. Je peux confirmer. C'est parce qu'il n'est pas très techno. Il n'a jamais passé à l'autre. Il n'est pas passé à l'autre étape. Il est resté avec son vieux Nokia flip. C'est correct. Il est resté en 2004. Mais il a d'autres qualités. Mais merci beaucoup de nous avoir fait rêver, de nous avoir ramené. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Puis c'est une belle plume que vous avez. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Bien gentil. À bientôt. Merci. Le van life est en vogue. C'est un mode pour découvrir en voyage nos lieux, notre pays et plusieurs continents, mais le cyclotourisme également est tout aussi populaire. Vous allez comprendre avec ce livre qui vient tout juste de paraître depuis quelques temps, soit Randonnée à vélo en Europe, 50 itinéraires de rêve. L'autrice, vous avez compris aussi, fait du vélo également. Elle a voyagé partout à travers l'Europe. Et c'est Laura Pedeba qui est avec nous. Bonjour. Bonjour! Pourquoi d'ailleurs cette volonté pour vous à la fois d'allier passion et voyage et d'en faire un livre vous est venue? Alors en fait, moi, ma première expérience de voyage à vélo a été tellement marquante et m'a semblé tellement incroyable qu'en rentrant chez moi, j'avais l'impression de détenir un secret que personne ne connaissait. Donc, je ressentais le devoir d'en parler et de faire la promotion du voyage à vélo. Ça, c'était en 2009. Et je suis contente, ça a bien progressé depuis. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mon blog, que je participe au Guide Ulysse et que je donne des conférences. Là, le but, c'est vraiment
promouvoir. Bien, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de ce mode, c'est-à-dire de partir à vélo en voyage? Est-ce que c'est d'avoir le temps, de prendre notre temps, mais d'avoir le temps aussi de découvrir, de parler aux gens, de voir du paysage? Est-ce que c'est ça un peu la grande force de ce mode-là? Alors ça en fait partie, mais c'est pas seulement ça. En fait, souvent quand je parle de voyage à vélo, les gens vont s'arrêter à ce qu'ils pensent que c'est quelque chose de sportif, quelque chose qu'ils vont pas savoir faire, des défis mécaniques. Et en fait, donc, il y a toute cette dimension comme ça de voyage lent, de profiter des paysages, de toutes les rencontres. Mais c'est vraiment l'expérience 360 avec tous les sens qui sont mis en éveil le long de la promenade. Et le fait, en fait, de s'approprier le territoire par l'expérience aussi. Et ce qui est magique avec le vélo, c'est que c'est tellement adaptable qu'on va y chercher exactement ce qu'on veut. Donc, et en même temps, l'outil du vélo est adaptable et le voyage est adaptable. Et ben, en fait, on est capable de se faire du voyage sur mesure pour aller chercher exactement ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin. Donc, de se construire un itinéraire propre à notre passion ou à nos envies. Par exemple, si c'est sur le plan de la nature, on peut le faire. Et vous proposez plusieurs, d'ailleurs, plusieurs tracés finalement à travers votre périple. C'est vraiment bien construit, je trouve, votre livre. Oui, c'est ça. Donc là, les parcours ont été catégorisés plus par de façon géographique, mais quand on va dans les itinéraires, on va retrouver des itinéraires, dans les titres, on va retrouver vraiment des itinéraires nature, des itinéraires touristiques, des itinéraires sportifs, des itinéraires gastronomiques même. Donc ça permet vraiment d'avoir pas mal toutes les facettes de l'Europe en un ouvrage. Parmi les destinations, c'est pas banal quand même, excursion sur la véloroute du vignoble d'Alsace. Vous avez été sur les routes de campagne d'Irlande. Moi, ça me fait rêver. Autant dans des contrées plus nordiques, vous êtes allé, si je ne m'abuse, en Norvège, aussi en Belgique, à Bruxelles. Quand même, vous avez beaucoup voyagé, vous avez sillonné plusieurs pays. Qu'est-ce qui vous a marqué? Juste, j'ai une précision à faire, c'est qu'on est 13 auteurs à avoir fait ce livre, donc ce n'est pas moi qui a fait tous ces parcours. Moi, j'ai rédigé une douzaine, donc il y a beaucoup de destinations que je connais, mais je connais moins le nord de l'Europe, à l'exception de l'Irlande. Et ce qui m'a le plus marqué, eh ben, étonnamment, dans tous mes voyages, et j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 34 000 km à travers la planète, mais le voyage qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis rentrée chez moi, dans le sud de la France, et que j'ai découvert mon département. Okay. Parce que, en fait, je me suis rendu compte de tout ce que je ne connaissais pas et qui a été à portée de main et que je n'ai pas vu pendant mes 20 premières années de ma vie. Donc, ça a été, en fait, de remettre en dimension aussi mon quotidien, mon territoire. Est-ce que vous avez fait plusieurs tracés? Vous avez dit, j'ai fait 34 000 quand même kilomètres de vélo. Vous avez fait plusieurs villes, plusieurs communautés. Est-ce qu'on a cette même perception partout à travers le monde du vélo? Parce que je sais que dans certains pays, les pays asiatiques notamment, c'est un mode de transport, c'est un mode pour se déplacer, pour aller au travail, pour la famille. On a tous une façon différente de voir le vélo. Nous, en Amérique du Nord, on est davantage avec les grandes distances portés sur les voitures, les véhicules d'ailleurs très, très gros, les VUS et compagnie. Alors, on dirait qu'on n'a pas cette même façon non plus d'intégrer le vélo dans nos espaces urbains. Ma question est très large, mais quand même, je veux vous entendre là-dessus. Alors, c'est vrai que dans chaque pays, même presque dans chaque région, la perception du vélo peut profondément varier. Des fois, par exemple, sur la Loire à vélo, c'est assez net. On est sur un tracé et là, on change de département et on voit que tout l'aménagement est différent. Mais là, votre question, c'est... c'est vous demander, est-ce qu'on, dans le fond, est-ce qu'on intègre bien, quand on se base sur des modèles européens, on nous vante beaucoup le fait qu'en Europe et dans plusieurs pays à travers le globe, le vélo est super bien intégré dans la circulation routière. On déplore souvent au Québec, pour les associations qui défendent les cyclistes, qu'on n'a pas nécessairement cette même
cohabitation. On ne partage pas la route toujours de façon harmonieuse ici au Québec notamment. De votre compréhension, de par le fait que vous avez sillonné plusieurs routes à travers le monde, est-ce que vous avez constaté ce fait-là qu'en Amérique du Nord, peut-être chez nous, on a peut-être moins bien intégré finalement le vélo comparativement à d'autres endroits à travers le globe? C'est une question difficile. Alors, c'est sûr que, par exemple, si on prend les pays du Nord comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, le vélo est vraiment très bien intégré. Il fait partie de la planification des transports. Donc là, c'est un réel plaisir d'y rouler. J'y retourne d'ailleurs bientôt. Après, la France, depuis quelques années, elle se positionne, elle fait la démarche en fait de devenir, elle a le projet de devenir une des premières destinations, enfin même la première destination cyclotouristique mondiale. Donc, elle met en place énormément d'actions très intéressantes. Il y a de très beaux parcours cyclables là, qui voient le jour en France et de très beaux aménagements. Dernièrement, je suis allée sur la Via Rona et il y avait un tronçon qui laissait un peu à désirer. Et là, ils ont enlevé ce tronçon qui était à côté d'une route assez fréquentée et ils l'ont déplacé vraiment dans l'arrière-pays, 100% cyclable avec un superbe pont suspendu. Donc, il y a des belles choses. Après, le point fort aussi de l'Europe, que ce soit dans des pays où le vélo est moyennement intégré et là où le vélo est peu intégré, c'est qu'il y a énormément de routes secondaires. Et ça, en France, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça permet de se déplacer à vélo en sécurité sans avoir besoin d'une infrastructure exclusivement cyclable. Donc, c'est sûr que c'est deux voyages différents d'être sur un parcours essentiellement cyclable comme la Loire à vélo ou la Via Rona, qu'on peut retrouver, et aller sur les routes de campagne irlandaises. C'est deux choses, mais c'est deux voyages où on va être en sécurité. En tout cas, ça nous fait rêver. Les photos sont magnifiques. J'invite les gens à se procurer l'ouvrage « Randonnée à vélo, 50 itinéraires de rêve en Europe ». Laura Paix-Debat, merci de nous en avoir parlé et nous avoir fait justement donner le goût de partir rouler. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Je suis toujours ravie de pouvoir transmettre mon virus du cyclotourisme. Je cède mon rôle d'animateur à Josée Lapelle, qui est directrice générale du Centre d'assistance et d'accompagnement des plaintes ici sur le territoire lavallois, sur le Cap, que vous connaissez peut-être. Salut Josée. Salut, salut. Merci d'être là. Tu es donc animatrice de quiz désignée. Animatrice d'un jour, on avait déjà fait l'exercice sur un autre sujet. J'avais aimé ça. la saison passée. Alors, cette semaine, là, moi, je souhaite tester tes connaissances sur la priorisation dans les urgences. Et Lucette n'a pas le droit de souffler d'informations. C'est elle qui m'avait amené sur la caméraman Lucette sur des sentiers où j'avais eu des mauvaises réponses. Ah, ben c'est ça, elle a le droit de pister pour des mauvaises réponses aussi. C'est quand même facile, c'est un vrai ou faux, une chance sur deux en partant d'avoir la bonne réponse. Il n'y a pas beaucoup de risques. C'est ça. Puis en plus, on vient de voir Lucette à l'écran. Alors, on vient maintenant de la mettre devant le fait accompli. Alors, la première question. À l'urgence, nous sommes traités par ordre d'arrivée. Oui, ben, certainement, oui, c'est vrai. Ben non, pas de priorité, pardon, de priorité. Non, je l'ai eu sur la ligne. Donc, faux. Effectivement, c'est faux. Donc, à l'urgence, le rôle principal de l'urgence, c'est de traiter les patients en fonction de la gravité de leur situation, contrairement à ce qu'on retrouve dans les cliniques, les polycliniques ou les cliniques sans rendez-vous avec rendez-vous, là, où là, c'est vraiment soit l'ordre de rendez-vous qui va être pris en compte ou s'il y en a une sans rendez-vous, l'ordre d'arrivée. C'est ça, donc à l'urgence, il y a on le sait, mais pour ceux qui sont déjà allés, bien sûr, là, mais il y a des chiffres qui sont notés selon le cas, là, selon le cas de gravité, finalement, quand on y est admis. Là. Bien, exactement. C'est pour ça que quand on arrive à l'urgence, indépendamment de comment on arrive, en auto, en vélo ou en ambulance, on rencontre une infirmière, c'est l'infirmière du triage, puis c'est elle qui va faire une première évaluation de notre état, elle va nous passer quelques petits tests, puis c'est elle qui va nous donner une cote de priorité. Oui, parce que des fois, je fais une parenthèse, mais des fois, on se dit « Oui, mais lui, il passe avant moi, il est arrivé après moi. » Mais là, c'est parce qu'il y a des... On comprend, là, mais il y en a encore des fois qui émettent ces commentaires-là dans les salles d'urgence. On l'entend, c'est pas si rare que ça. Effectivement, effectivement. Alors, je te laisse poursuivre. Donc, un demi-point. Okay, un demi-point, parfait. C'est un peu serré. Un demi-point.
c'est fait, c'est noté. Deuxième question. Ma cote de priorité peut changer. Je dirais que oui, vrai. Bravo, là, Oui. c'est un vrai point. Bon, C'est un vrai- yes. J'ai un bien dans mon bulletin. Effectivement, la cote de priorité peut changer, particulièrement dans le contexte actuel où le temps d'attente est relativement long dans les urgences. Donc, il peut arriver que notre état s'aggrave ou s'améliore. Hein? Les deux options sont possibles. Donc, indépendamment de ce qui se passe, si votre état change pendant que vous êtes en attente, bien, c'est important d'aller demander une réévaluation de votre état pour voir si votre cote change. Prochaine question. Prochaine maintenant. question. Oui. Il y a 3 cotes de priorité aux urgences. Il y en a plus que ça. C'est faux. C'est faux, il y en a effectivement plus que ça. Ouais. Je pense qu'il y en a 5, hein, si je m'abuse. Exact. Il y en a 5, puis je vais regarder rapidement là, avec toi quelle cote signifie quoi. Donc, la P1, c'est des P1, P2, P3, P4, P5. Donc, la P1, là, c'est vraiment que la personne a besoin de soins immédiats, sa vie est en danger. Là. Un arrêt cardiaque, un PHOC, un trauma. La P2, c'est très urgent. Donc, il y a une menace potentielle très réelle d'une mort à court terme, donc altération de l'état de conscience, des difficultés respiratoires majeures, donc c'est quand même très grave. La P3, un problème de santé important qui menace pas nécessairement votre vie, mais qui peut dégénérer rapidement aussi, là, donc une fracture ouverte, une hémorragie, une infection. Puis là, quand on tombe dans P4, P5, bien là, c'est des cas un petit peu moins urgents où la vie n'est pas en danger ni à court ni à moyen terme, mais ça n'empêche pas qu'il faut voir un médecin. Là. Donc, on parle de réactions allergiques, de brûlures, d'infections, etc. Situations qui arrivent aussi, mais qui peuvent avoir donc un peu de temps d'attente finalement. Effectivement. Allons-y avec la prochaine question, parce que là, je commence à y prendre goût. Les codes de priorité vont varier d'un hôpital à l'autre ou d'une région à l'autre. Non, je pense que non, faux. Dans le sens que, je veux dire, on va intervenir, c'est un système qui est universel, je crois. Effectivement, c'est un système qui est universel. Les codes de priorité sont partout, sont les mêmes dans tous les établissements à travers tout le Québec. Et maintenant, prochaine question. Là, j'ai oublié de noter mes points. Là. J'ai oublié de noter mes points, c'est pas Ça grave. va quand même bien. Ben oui, en là, plus, ça j'ai va, pas là. d'opposition, fait que ça va bien. Donc, et c'est ma dernière question. Peu importe ma cote de priorité, je peux me présenter à l'urgence. Oui. Oui, parce que, bien évidemment, on a fait un appel récemment là, devant la lourdeur, plutôt, là, surtout après les fêtes, là, comme il est arrivé, là, il y avait des gens qui avaient peut-être des grippes, tout ça, on leur disait restez à la maison, prenez du repos, ou appelez Info Santé, qui est une autre façon de pouvoir peut-être comprendre si on a besoin réellement de se présenter pour pas alourdir l'urgence. Mais je répondrai effectivement là, qu'on peut s'y présenter. Effectivement, en cas de doute, là, les urgences sont là, c'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est accessible à tout le monde. Il n'y aura aucun jugement qui sera porté sur aucune personne, même si elle se présente avec un trouble de santé mineur. C'est vraiment, le choix revient au patient. C'est-à-dire que parfois, l'infirmière au triage va dire, ben voici, moi je vous donne une cote de priorité P5, donc vraiment pas urgent. Je m'attends à ce que vous ayez en moyenne 12 heures d'attente. Est-ce que vous restez ou vous quittez? Donc, c'est à la personne à choisir, mais il n'y a vraiment aucun jugement à ce niveau-là. Ceci dit, ben, effectivement, quand on est P4, P5, c'est quand même un bon réflexe d'appeler avant au fameux 811 pour parler à un professionnel de la santé pour que lui puisse déjà nous guider, puis peut-être nous diriger vers une autre source parce qu'il y en a là, quand même d'autres sources qui peuvent donner des rendez-vous à court terme là, dans les 24 à 72 heures. Ouais. Donc, des fois, ben, avec quelques trucs pour calmer la douleur ou diminuer l'intensité du problème, puis un rendez-vous à moyen terme ou à court terme, ben des fois, ça peut nous éviter une chaise droite inconfortable pendant 14 heures. Oui, aussi. Oui. Et ou d'attraper un autre virus. Ou d'attraper un autre virus, effectivement. De fréquenter l'urgence. On peut, de toute façon, on est toujours mieux chez soi, on va se le dire, pour prendre du repos ou autre. Mais et si je ne m'abuse aussi, si on est un jeune enfant, si on est des parents, par exemple, à l'écoute, puis qu'on a un jeune enfant en bas de 5 ans, je pense, on admet automatiquement, là, selon certaines réalités, là, s'il n'y a pas de rendez-vous, je ne veux pas te prendre à contre-pied, mais si je ne m'abuse, lorsqu'on veut prendre un rendez-vous, par exemple, chez un médecin ou lorsqu'on arrive, si on a un enfant qui est en bas d'un âge, là, dans très bas âge du moins, là, on l'admet automatiquement finalement. Bien, ça, c'est sûr que les nourrissons, les jeunes bébés, ça, c'est clair que c'est des P1 presque en partant parce que c'est tellement petit, ça peut tellement dégénérer rapidement. Donc oui,
Puis là, ben, ça reste à voir. C'est des questions qui peuvent être posées au 811, ça, parce que de savoir. Moi, je suis pas au courant si de telles choses existent, mais c'est possible que dans certains établissements, il y ait des politiques particulières pour justement favoriser l'accès puis diminuer le temps d'attente. Le temps d'attente aussi. Tous les liens sont au bas de l'écran. Si jamais on veut faire une plainte aussi, on rappelle, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Alors, parce que vous êtes là pour ça aussi, être à l'écoute des gens, des citoyens qui se sentiraient lésés dans leurs droits. Alors, c'est important. Alors, merci beaucoup, Josée, d'être passée encore une fois. J'aime ça. On refait ça bientôt. Pas de problème. Merci. C'est l'animateur de 2 nouveautés sur les ondes de TV Laval. Très content de pouvoir accueillir Étienne Lefebvre. Vous allez pouvoir également le découvrir comme nouvelle tête d'affiche également de TV Laval. Salut Étienne. Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien. Je vois par le type d'émission que tu vas piloter que tu as des champs d'intérêt qui sont assez larges. Qui sont assez larges, exactement. J'explore ma curiosité à travers les différents sujets que je suis capable. C'est sûr que pour l'émission Entre nous de santé mentale, ça, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Et pourquoi particulièrement? Particulièrement parce que je suis tout le temps en recherche de développement personnel, de me comprendre, de mieux me comprendre, mais aussi, je pense que ça passe à travers la compréhension des autres. On vit en société, puis on est affecté beaucoup par les autres. Ça nous affecte dans notre milieu de vie. Donc, dans nos échanges aussi, même sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par là aussi du quotidien. Là. Exactement. Ben oui, sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle avenue, je pense, qui aujourd'hui prend tellement de place que c'est le fun de se reposer, je pense, puis de faire une introspection sur nous-mêmes pour savoir... Ouais. Peut-être qu'on a peut-être un problème à ce niveau-là. Oui. Puis, est-ce que je me trompe? Mais, tu sais, puis on a un petit peu discuté avant qu'on présente le tout et que les gens soient témoins de notre conversation, mais c'est important de dire qu'on ne va pas poser de diagnostic. On va tenter de se poser des questions, finalement, que les gens peut-être se posent. Là. Exactement, c'est ça. Mais on n'est pas des experts. Je ne suis pas un docteur, ni les invités qui sont venus sur le plateau. Par contre, je pense que chacune des personnes a des expériences différentes, puis il y a des expériences qui sont pertinentes à partager. On développe des outils à travers les difficultés qu'on passe dans notre vie. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller en profondeur avec ces gens-là, sans jamais poser de diagnostic, mais plus essayer de relever comment ils ont réussi à s'en sortir, puis c'est quoi les outils qui maintenant sont dans leur boîte à outils quand ils ont des problèmes. Oui, c'est ça. Donc, un partage humain finalement. Exactement. Justement, ces sujets-là, on est dedans. Là. C'est large, les sujets que vous allez aborder, parce que la santé mentale, c'est vraiment aussi très, très large. Là. Oui, exactement. Bien, notre premier sujet, c'était la santé mentale et les préjugés qui l'entouraient. Ensuite, on est allé découper un petit peu plus en profondeur sur différentes perspectives, en fait, de la santé mentale. Ce qui m'a beaucoup intéressé, je pense, c'est l'aspect global, puis comment chacune des entrevues, malgré les thèmes différents, revenait au même point. OK. Souvent, on revenait beaucoup à s'écouter soi-même. Je pense que s'écouter soi-même pour être capable de comprendre que peut-être on a un problème ou on est rendu à certains endroits. Se respecter, être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, puis souvent ça passe à travers l'écoute des autres. Puis c'est souvent ça en fait que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ça revient tout le temps à nous-mêmes. Puis on se repositionne, en fait, à chaque fois qu'on se pose les bonnes questions. L'émission d'Entre nous, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous avez donné la parole à la jeunesse, je pense. Puis ça, c'est malheureux parce que souvent, on parle d'eux, mais on ne les consulte pas. Puis ça, c'est cool que vous l'ayez fait. Exactement. Comme on l'a dit, c'est sûr qu'on n'est pas des experts. Non, quand même. Mais on vit tous des émotions, puis qu'on ait 5 ans, 14 ans, 15 ans, 30 ans, on passe à travers des parcours assez difficiles aussi dans l'adolescence. Puis, je pense que c'est important d'en parler entre nous, sans tabou, dans toute la vulnérabilité qu'on était capable d'offrir, sans non plus avoir nécessairement un professionnel qui nous dit « non, c'est pas comme ça, parce que ce qu'on vit, ce qu'on perçoit, c'est personnel à chacun. Exact. Puis ensuite, oui, on peut mettre des diagnostics, on peut ramener ça à une base, je veux dire, plus scientifique, mais notre réalité est propre à nous. Puis je pense que c'est important d'en parler puis d'être capable de lever le voile sur ce qu'on dit. Dialoguer finalement, échanger ensemble. Exactement. En tout respect, avec ouverture. Exactement. C'est une tribune pour les jeunes qu'on a voulu offrir
puis pour les parents aussi qui ont peut-être des jeunes pris avec ces problèmes-là. Les grands-parents qui aussi peut-être conjuguent avec leurs jeunes petits-fils, petites-filles qui sont adolescents finalement. Exactement, parce que ça affecte notre famille, ça affecte notre entourage quand on a des troubles de santé mentaux. Puis, c'est ça, on a voulu donner une boîte à outils à tout le monde, en fait, pour s'ouvrir un petit peu les yeux puis aller chercher des ressources. Et là, on verra ça prochainement donc sur les ondes de TV Laval, mais assurément aussi Laval en perspective. Oui. Vous donnez la parole aux élus, mais qui sont de l'opposition à Laval, si je comprends bien. Là, exactement, c'est ça. On a voulu amener la perspective de l'opposition. Moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand expert en politique. Je m'y connais un petit peu, mais... Une curiosité, en tout cas. J'ai une grande curiosité, puis j'aimais vraiment le principe de ramener le gros bon sens, en fait, comme animateur, puis de poser des questions comme si j'étais la personne qui allait voter, simplement, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à Laval. Parce que la politique, je veux dire, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite et lentement à la fois. On n'est pas toujours au courant de tout ça. Donc, je voulais poser les bonnes questions à l'opposition. Oui. Puis, évidemment, puis les gens l'oublient très souvent parce que c'est le palier de gouvernement qui ont le plus d'incidence sur les gens, c'est celui de la vie municipale. Exactement. Et c'est souvent sur lequel les gens ont peut-être le moins d'intérêt ou se déplacent le moins pour voter. Déjà, que, comme tu l'as dit, c'est pas la politique nécessairement, des fois, très sexy comme sujet, oui. Mais ça a un impact certain. Et lorsqu'il y a une décision qui est prise dans un quartier, dans un endroit, là, les gens se mobilisent très souvent. Exactement. Pourtant, c'est pas médiatisé. On n'en parle pas autant que le premier ministre. Par contre, comme tu le dis, c'est la première ligne directrice avec le citoyen. Ouais. Donc, essayer de ramener ça, je veux dire, intéressant, poser des questions peut-être un peu plus croustillantes, puis savoir aussi, il y en avait une qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est de savoir... C'est laquelle? Est-ce que des fois, ça vous arrive, en tant qu'opposition, d'être en accord avec le parti élu, ou vous jouez juste au jeu de non, on est contre vous autres, parce que le but de la politique, c'est quand même de faire avancer les choses. Ouais. Puis j'ai eu une super belle réponse, puis il va falloir écouter l'émission pour la voir. C'est une belle façon de nous mettre l'intérêt, la curiosité, justement. Les dimanches à 16h, Laval en perspective, ce sera possible. Puis là, la fréquence sera, je pense, c'est mensuel, il faut le dire aussi. Exactement. C'est une fois par mois. Là. Une fois par mois, je vais recevoir l'opposition, puis on va parler des développements qui se sont passés. Je vais essayer de revenir aussi sur mes questions, voir si ça a avancé, étant donné normalement, en politique, c'est assez lent. Ouais. Je vais peut-être mettre un petit peu de pression sur la politique municipale à Laval. C'est bon, puis en même temps, ça donne aussi le temps au dossier de cheminer, puis également de parfois, tu l'as dit, de prendre un peu de lenteur dans certains dossiers, mais aussi, je trouve que ça donne le temps, parce que c'est une fois par mois dans certaines localités d'avoir un autre conseil municipal. Donc, ça permet aussi de se concerter pour l'opposition, d'avoir du recul sur une décision qui a été prise aussi par rapport au parti de M. Boyer, le maire en place. Donc, ça laisse aussi une belle marge de manœuvre pour pouvoir poser des questions que je pense que tu sauras très bien mener. Exactement, comme le titre le dit, Laval en perspective. Et quand on dit perspective, derrière ça, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est hauteur, c'est recul. Alors, je pense que le choix des mots et de l'émission a été bien désigné. Merci à toi, Étienne. Merci, Alex. Merci. Le théâtre est en effervescence au Québec. Je pense que, je ne dis pas que par le passé, on n'avait pas de bons acteurs, mais d'acteurs accomplis, polyvalents, qui peuvent incarner tout genre de trame dramatique. Je pense que plus que jamais, on doit saluer le travail de nos artisans. C'est le cas chez nous. Une jeune troupe quand même, hein, si on comprend qu'elle a été fondée en 2018 par son créateur. Il est là avec moi d'ailleurs, Luc Gauthier à mes côtés, qui fait tout. Je pense qu'il y a juste le ballet qui passe pas. Ça m'est arrivé. Ah oui, c'est arrivé aussi. Oh, non, effectivement. C'est une troupe que j'ai fondée en 2018 pour répondre un peu aux besoins qu'il y avait dans la région. Parce Puis je vous coupe parce que je trouve qu'on oublie très souvent, mais il y a une vie culturelle à Laval. Oui. Qui est bouillonnante, qui est effervescente. Le service des arts, en tout cas, la culture à Laval est vraiment, ça va super bien. Tu as des troupes d'art lyrique, du théâtre et tout ça, mais en comédie musicale, il n'y en avait pas. Puis d'ailleurs, spécifiez-nous, parce que le théâtre musical, justement, de Laval, le nom donc, du théâtre, puis vous en êtes le directeur artistique, metteur en scène, comédien, c'est pour ça que j'évoquais, vous avez plusieurs chapeaux, auteurs aussi.
Pourquoi vous avez décidé de fonder votre troupe? Parce que justement, c'était un manque d'offres de ce type-là à Laval, comme vous disiez précédemment un peu? Oui, bien, effectivement, c'est parce qu'il n'y en avait pas dans la région comme telle, proche. Il y a des écoles à Laval qui ont une option de comédie musicale, mais après ça, après l'école, il n'y avait plus rien. Il y a, comme j'avais commencé à parler tantôt, il y a des troupes d'art lyrique, en opéra, opérette et tout, mais en comédie musicale, il n'y en avait pas. Puis moi, ben, j'ai grandi là-dedans, l'opéra, l'opérette, la comédie musicale. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben Laval, ce serait vraiment comme un besoin, je pense. Là. Aussi. Et là, vous y allez d'une pièce originale en plus. Oui. C'est votre 4e production avec le temps. Oui. Puis c'est quand même une offre intéressante parce que vous ralliez plusieurs artisans, 28 chanteurs, danseurs, acteurs. On pourra la décortiquer. Mais qu'est-ce que c'est peut-être tout d'abord? Je veux qu'on initie les gens peut-être davantage au théâtre musical. Qu'est-ce que c'est en général pour le préciser aux gens? Parce que c'est plusieurs facettes. Là. Oui, le théâtre musical, ça se rapproche beaucoup de la comédie musicale, puis au sens où, la comédie musicale a eu commencé à être l'opérette, c'est devenu ce qu'on se connaît avec Broadway, tous les spectacles, qui sont beaucoup très dansés, tout ça. Puis le théâtre musical de Laval, c'est vraiment une histoire théâtrale qui est chantée, dansée aussi, fait qu'on se rapproche beaucoup du style Broadway aussi, très dynamique, et le théâtre musical de Laval, c'est une troupe amateur, mais dirigé par des professionnels. Fait que moi, je suis à la mise en scène et tout ça. Il y a un directeur musical, il y a une chorégraphe professionnelle que j'engage et tout pour encadrer ces gens-là, justement, vers une signature qui est quand même semi-pro. Donc, on aspire à quelque chose de qualité, de relevé comme offre. Vous présentez les 18 et 19 mai, donc, au Théâtre des Muses de la Maison des Arts de Laval, avec le temps. Parlez-nous de cette pièce. Qu'est-ce qu'on raconte? Parce que c'est une production, justement, qui est originale. Puis ça, j'aime ça. Oui. Ce qui est particulier au Théâtre musical de Laval, c'est que j'écris une histoire à chaque année, mais c'est vraiment une histoire qui est adaptée aux gens qui sont dedans. J'écris des rôles en fonction des talents et des forces de chacun. Donc, des rôles sur mesure. C'est vraiment sur mesure. Moi, je suis un gars de création. J'ai fait pendant 18 ans de la tournée de théâtre de création. Fait que c'est vraiment adapté aux gens qui sont dans la pièce. Et ce que ça raconte, c'est l'histoire d'une vedette internationale qui annonce à un village d'où il vient, un village un peu éloigné, mettons, qui annonce qu'il va venir faire son tour après des années. Fait que là, le village, un peu à la sensation du film La Grande Séduction qu'on a eu à l'époque. Là. Fait qu'il décide qu'il va débarquer. Fait que le village, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se rassemble, il dit hey, il faut qu'on le reçoive adéquatement, en grand. Il décide d'organiser un gros party à la finale. Et c'est le stress parce qu'ils ont une semaine pour monter tout ça. Puis ils n'ont jamais fait ça parce que c'est un village qui, normalement, il se passe rien. La grosse activité, c'est de regarder les chars passer. Okay. Fait que là, il y a du nouveau, le temps se précipite parce qu'avec le temps, d'où le titre, c'est que c'est vraiment, on part d'un village où rien ne se passe et là, il va y avoir cet événement-là qui va faire que le temps va se bousculer et on va se questionner sur, justement, le temps qui passe vite et sur nos vies puis les impacts que ça a. Ça semble une obsession pour l'être humain. Je vois depuis quelques années, ça a été tout le temps peut-être, mais je vois une recrudescence comme la vôtre, puis d'autres productions qui se penchent sur le temps. Cette quête de comprendre le temps, on semble fasciné. Il y a eu un peu de ça dans l'éclipse solaire aussi. Ce rapport au temps, ça n'a duré que quelques minutes, l'éclipse solaire, mais on était tous ensemble à l'unisson pendant cette période de temps-là. Effectivement. On prend conscience du temps qui accélère toujours. Hein. Plus le temps avance, plus on grandit, plus on vieillit. On dirait que c'est exponentiel, on dirait que ça va de plus en plus vite. Puis là, on se questionne sur par où on est passé. Puis c'est pour ça que c'est un thème qui me tient à cœur beaucoup, puis que j'ai envie d'exploiter cette année dans le Théâtre musical de Laval. Et vous avez dit, beaucoup de talent. Oui. On allie donc chansons, danse. On passe par plusieurs trames dramatiques dans la même pièce avec le temps. Donc, c'est touchant à la fois, rempli de réflexion. J'imagine il y a de l'humour, évidemment, à travers tout ça. Oui, dans ma façon d'écrire, moi, je suis issu de ça. J'ai des choses à dire, comme n'importe quel artiste, mais je ne passe jamais de message direct. J'explique un peu ma façon de voir les choses, des thèmes qui sont quand même assez sérieux, le temps, notre rapport au temps, puis les questionnements qu'on a et tout ça. Puis, sauf que je le fais toujours avec humour, parce que c'est avec humour qu'on s'amuse à réfléchir. Puis une fois que le spectateur fera sa propre vision de la chose, du temps, par rapport à sa vie,
Mais il aura passé un moment, justement, il aura passé une partie de son temps à dire « Ah, OK, c'est quoi le temps par rapport à moi, mes rapports? » Puis de prendre ça du bon côté, finalement. Puis c'est des gens, je pense, des acteurs de tous les âges aussi. Fait que donc, ça incarne... où ça peut donner des questions, donner des réponses, aussi des réflexions à tout type d'âge côté spectateur là, qui peuvent être dans la salle. Les participants, c'est monsieur, madame, tout le monde on fait des auditions à la fin du mois d'août à chaque année. Il y a des gens dans la vingtaine jusqu'à dans la soixantaine avancée. Puis moi, mon travail, c'est d'écrire et d'adapter la pièce en fonction des talents de chacun, comme je disais tantôt, puis de permettre que tout le monde ait l'air bon, puis qu'il y ait du fun. Ouais. C'est surtout ça. C'est vraiment le théâtre musical, c'est l'essence. Les gens, quand ils viennent voir la pièce, ils sortent de là en disant « Mon Dieu, vous avez l'air d'avoir du fun sur la scène ». Fait que pour moi, c'est bien important d'amener ces gens-là à ce plaisir-là. J'ai bien du fun, en tout cas, de votre présence chez nous. Et c'est les 18-19 mai, donc au Théâtre des Muses de la Maison des Arts. Avec le temps, c'est bientôt présenté chez nous. Bien en vente sur Commotion en ligne, n'hésitez pas. Et j'ai vu que vous cherchez des fois toujours des talents aussi sur votre site. Vous aviez un onglet toujours à la recherche de talents. Alors, si vous croyez avoir ce désir de connecter, je me joins à vous. Est-ce que vous me prenez? Jamais... Ben oui, je vais commencer à chanter. Chanter la pomme. Mais à très bientôt. Merci beaucoup et félicitations pour la qualité de vos productions. Merci à vous. Mouvement qui veut favoriser davantage l'intégration des femmes dans le domaine de la construction, secteur qui est peut-être moins traditionnel pour elles, et je trouve ça bien d'en parler à l'approche de la prochaine semaine diversité et inclusion qui a lieu à la fin mai. On discute avec à la fois Sarah Feki, qui est présidente du conseil d'administration qui est avec nous, bonjour, et également la directrice générale donc des ailes de la construction. Bonjour, merci à vous deux d'être là. Il y a cette semaine qui s'en vient donc à la fin du mois de mai prochainement. Et là-dedans s'inscrit plusieurs choses. On va tout d'abord décortiquer qu'est-ce que c'est les ailes de la construction et par la suite, on pourra peut-être aller un petit peu plus en profondeur. Là. Veux-tu commencer? Oui, c'est ça. Okay. Bon, les ailes de la construction, donc notre mission, c'est de promouvoir le rôle de la femme dans le secteur de la construction. Puis, ça attaque plus... La mission, elle est large, mais elle favorise l'intégration, la promotion et la visibilité donc, des femmes dans le secteur de la construction. Évidemment, ça s'inscrit là-dedans, je pense, la semaine donc, de la diversité et de l'inclusion en mai. Ça sert de tremplin pour promouvoir vos valeurs, la mission et justement de parler de ce programme qui est reconduit, si je peux bien le comprendre comme ça. On relance donc le programme diversité et inclusion. Qu'est-ce que c'est le programme diversité et inclusion? Exactement. Le programme diversité et inclusion, comme son nom l'indique, c'est pour promouvoir la diversité et l'inclusion des femmes en construction, mais aussi plus généralement. Donc la semaine diversité et inclusion, ça existe depuis 4 ans maintenant. Donc toujours la dernière semaine du mois de mai. Donc on fait des actions pour mettre en valeur les femmes de la construction. Donc là, par exemple, on a des panels, on a des formations, on a des formules réseautage qui sont basées sur la thématique diversité et inclusion. On accueille donc nos partenaires, nos participants, bien évidemment. Nos membres sont là également. Puis aussi, les acteurs de l'industrie en général sont enthousiastes de prendre part à cette semaine thématique. Et plus largement, donc si on en revient au programme, effectivement, le programme Diversité et Inclusion donc, porte également le même nom que la semaine, mais c'est un programme qui revient donc, après 2 ans d'absence. On avait déjà eu une première mouture entre 2018 et 2019-2020. Puis là, donc, il a été reconduit parce qu'on est subventionné par le secrétariat à la condition féminine et qui nous subventionne pour un programme de 2 ans et demi. Donc là, on a 3 volets. Donc un volet de formation qu'en fait, où on va aider les entreprises à promouvoir l'intégration des femmes en entreprise. Donc ça, c'est mené par Judith Jean-Gilles, qui est formatrice, mais aussi femme entrepreneur en construction, puis accessoirement membre de notre conseil d'administration. Donc là, c'est pour sensibiliser effectivement les employeurs gestionnaires de personnel pour les aider à mettre en place les clés pour l'intégration des femmes et à inculquer les bonnes valeurs au sein de leur entreprise. Donc d'avoir les bonnes pratiques, parce qu'évidemment, parfois ça se peut pour un employeur peut-être de moins comprendre la réalité des femmes, si on veut mieux s'harmoniser avec leur réalité, puis peut-être favoriser leur intégration, augmenter aussi la présence de femmes dans le domaine de la construction. Mais il y a plusieurs autres volets, je pense, aussi à ce programme-là. Oui, en complément aussi, nous avons monté un programme de mentorat. Donc c'est un programme où il y a un échange entre des personnes qui ont déjà assuré
assurer leur intégration dans le milieu professionnel qui est lié au secteur de la construction, puis qui viendrait accompagner les mentorés, et le tout est encadré, c'est-à-dire le mentor va poursuivre une formation pour savoir comment avoir les outils nécessaires pour encadrer le mentoré, mais en même temps, le mentoré va bénéficier des connaissances techniques et de l'expertise du mentor. Aussi. Donc, c'est un programme très enrichissant. C'est ça. Et je pense même que vous allez dans les écoles, si je comprends bien aussi. De quelle façon vous intervenez peut-être auprès des jeunes filles, des jeunes femmes? Oui, tout à fait. C'est le dernier volet du programme. Donc, ça s'appelle Promotion des métiers de la construction. Donc, on va aller effectivement dans les écoles. On va s'adresser donc plus principalement aux jeunes femmes des cégeps, mais aussi les femmes en reconversion. Donc là, on a une femme fantastique de la construction qui s'appelle Alison Lapointe, qui est dans la vie, qui est tuyauteur. Et donc, elle a son métier à cœur, puis elle va aller faire un peu des conférences, ateliers auprès des jeunes femmes et des jeunes filles. Et donc voilà, elle va expliquer son métier c'est quoi, elle a vraiment son métier dans l'âme, puis après ça, elle va expliquer un peu, essayer de leur faire un peu expérimenter, on va dire, les métiers de la construction en démontrant des outils par exemple. Parce que c'est vrai qu'elle me disait, par exemple, Alison Lapointe, que quand on a 16-17 ans et qu'on est une jeune fille, on n'a jamais touché à un outil de notre vie. Et puis, c'est le b.a.-ba, puis c'est elle aussi, c'est son parcours aussi qui est ainsi, qu'elle a voulu, parce qu'elle n'avait pas accès à ça quand elle était jeune, donc elle a voulu monter ça aussi, donc avec nous, des ailes de la construction, pour pouvoir parler de sa passion donc au sein des nouvelles générations. Oui. Et est-ce que vous avez vu, bon, peut-être que ça fait peu de temps que ça a été reconduit, et je ne sais pas s'il est trop tôt pour dresser une sorte de bilan, mais il y avait eu quand même le programme avant la pandémie qui avait été mené pendant, je pense, un bon bout de temps quand même, du moins. Est-ce qu'on avait vu disons, une recrudescence de présence féminine? Est-ce que ça a aidé à augmenter la présence de femmes? La première version avait des volets différents, donc c'était pas exactement, j'ai pas promotion des métiers, ça c'est une nouveauté de cette année par exemple, mais on avait plus de l'accompagnement de recherche d'emploi par exemple, donc là ça a aidé des femmes, une dizaine de femmes à trouver leur emploi, leur place en construction, c'était aussi à destination des personnes immigrantes, donc il y avait des femmes de plusieurs pays, voilà, qui ont été accompagnées par les aides de la construction pour trouver leur place au sein de l'industrie de la construction au Québec par exemple. Mais on croit beaucoup à l'effet papillon. Ouais. Donc, on pense que notre contribution est peut-être pas quantifiable en termes de statistiques, mais sur du long terme. Sur du long terme, puis surtout sur l'effet que ça produit autour de notre communauté, puis la démocratisation du métier. D'en parler de manière positive, avec ouverture, avec un dialogue, donc ça ne peut qu'aider, je pense que vous avez... Puis aussi créer un espace pour ces personnes-là qui ont besoin de connaître davantage le secteur ou de vouloir de démontrer que c'est possible pour une femme, qu'on peut compromettre de la diversité culturelle, sexuelle, peu importe notre orientation sexuelle également, parce que ça en fait partie. Oui. Tout à fait. Mais c'est pas seulement ces actions-là, ces axes-là que vous proposez. Je pense qu'il y a un gala également qui récompense les femmes. C'est une autre façon, ça, chez les aides de la construction, pour valoriser les femmes à travers ce... vous pouvez m'en parler un peu? En fait, nous avons réalisé notre dernier gala en 2023, puis c'était un réel succès. On a eu quand même beaucoup de prix à donner. On a fait la reconnaissance des femmes de métier, la reconnaissance des femmes professionnelles, entrepreneurs générales, relève, puis toutes les personnes qui se sentent impliquées aussi dans l'association. Oui, c'est un événement qui est rassembleur, puis qui félicite et célèbre le secteur de la construction. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. On saura prochainement la programmation. Je sais que vous êtes en train de finaliser justement cette prochaine semaine de la diversité et de l'inclusion qui a lieu dans la dernière semaine de mai. On connaîtra bientôt plus de détails, mais on peut consulter vos plateformes, soit des aides de la construction pour en apprendre davantage incessamment. Merci beaucoup à vous deux d'être venus chez nous et incitons les femmes à embrasser le métier de la construction. Merci à vous. Merci. Film Monkey Man qui met en vedette un gars qui, avec son film Slumdog Millionaire, s'est rendu jusqu'aux Oscars en nomination. J'étais très intrigué. Finalement, c'est pas si bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il en a pensé. Nicolas Vincent-Poirier, salut. Salut Alex. Est-ce que j'ai raison? Les critiques et le public ont bien apprécié ce film-là. Je fais partie des rares qui n'ont pas tant apprécié le film, quoique c'est une très bonne réalisation de la part de Dev Patel, qui c'est son premier film en tant que réalisateur. Et bon, c'est lui qui interprète le rôle principal. Et l'histoire, c'est
très simple. On comprend que le personnage principal, sa mère, elle est morte. On ne sait pas exactement comment, mais on le comprend. On va le découvrir à la fin. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se venger et tuer ceux qui ont tué sa mère. C'est une histoire super simple. C'est un film de vengeance. C'est le genre de film qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir un côté très artistique ou un drame très élaboré. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est bon dans ce film-là, c'est la réalisation, l'action qu'il y a dedans. Mais sur les 2 heures, il y a peut-être une vingtaine de minutes d'action. Et le problème avec ça, à mon avis, c'est que quand il y a de l'action, c'est extrêmement violent. C'est vraiment violent, sanglant. c'est brutal. Exactement. Et j'ai aucun problème avec la violence brutale. Tu me connais. Non, justement. J'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut savoir c'est quoi son public. De l'action brutale comme ça, qui est entourée de 1h30 de drame qui s'éternise un petit peu trop, à mon avis, parce que l'histoire est quand même assez simple. C'est 2 types de publics différents, à mon avis. On mixe 2 choses qui ne devraient pas vraiment être mélangées, à mon humble avis, en tout cas aussi longtemps que ça dans un film. Et ce film-là a coûté 10 millions de dollars, a été acheté par Netflix en 2021 pour 30 millions de dollars. Et Netflix a décidé de juste le mettre de côté sans le diffuser. On peut se poser la question pourquoi? Moi, j'ai l'impression que Netflix a compris que justement, c'est peut-être le mix est trop inégal au niveau de l'action sanglante et du drame. Et finalement, c'est Jordan Peele qui a découvert ce film-là et qui a poussé pour que c'est Universal, je pense, qui a acheté le film pour en bas de 10 millions. Et maintenant, on le retrouve au cinéma. Et Jordan Peele, qui, on le sait, est un excellent homme de cinéma. Tout à fait. Et c'est là où ça m'étonne, justement, dans ce désir de vouloir le reprendre, ce film-là. Et Dev Patel, qu'on avait vu dans Slumdog Millionaire, entre autres, qui pour moi, n'a pas le profil de l'emploi. Tu sais, je veux dire, c'est pas un Jason Statham, c'est pas un acteur où tu penses, puis vous me permettrez l'expression en bon québécois, qui va casser les gueules. Exactement. Non, mais c'est ça, il n'a pas l'air il a la gueule d'un bon gars. Tu sais, je veux dire, il n'a pas le rôle d'un vilain de service ou d'un gars qui veut se venger. Là. Je suis 100% d'accord avec toi, Alex, mais ce film-là, par contre, il est excellent dans son rôle. Il est capable de casser des gueules, on le voit, il est excellent. C'est un bon réalisateur. Ce film-là, il a passé à travers un calvaire incroyable. Écoute, plusieurs mois de tournage durant la COVID en Indonésie. Il n'y avait plus d'argent. C'est une équipe restreinte, réduite. Et là, ils ne peuvent pas rentrer en contact avec personne à cause de la COVID. Écoute, les caméras ont brisé. Ils ont dû faire des plans avec leur cellulaire, avec des GoPro. Les tables qui se brisaient pendant les scènes de bataille, il n'y en avait pas assez. Ils recollaient avant de recommencer la scène de bataille une autre fois. Donc, ils ont passé à travers de quelque chose d'assez pénible. Et pour être capable d'avoir donné ce produit-là, Dev Patel, je trouve qu'il y a un potentiel incroyable en tant que réalisateur. En tout cas, fais attention à ma table parce que moi, j'en ai pas d'autre pour la recoller. J'en ai besoin de ma prochaine émission. Mais chose certaine, qu'est-ce qui, pour toi, on a encore un peu de temps, quel est le prochain film auquel peut-être là, dans les prochaines semaines que tu attends là, de façon vraiment pour toi, là, qui pique ta curiosité finalement? C'est Deadpool. Littéralement, je pense que ça va être ton film de l'année. Hein? Oui. Ça et Dune 2. Dune 2? Oui. Oui, hein? Oui, mais c'est totalement différent. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Hein? C'est sûr. Et moi, je t'aime. Merci beaucoup, je t'aime aussi. Merci. Hey, c'est de l'amour en direct dans votre télé. Mais en plus, qui va repasser à quelques reprises. Fait que vous allez avoir de l'amour encore et encore de cette émission. Merci, Nicolas Vincent, pour Merci, Alex. Vous voulez rattraper ces entrevues, les émissions également qu'on produit ici à TV Laval, très simplement consultez notre chaîne YouTube. Également possible d'acheminer vos questions, les commentaires, toujours très content de vous lire, soit sur notre page Facebook tvrl.ca, autre lieu pour vous exprimer. Une bonne façon de nous appuyer, c'est de jouer, puis en plus pour un maximum de plaisir en famille avec des amis, à notre bingo tous les dimanches 9h30. 3 500 $ à gagner cette semaine et 2 300 $ pour la carte pleine. Je veux remercier les gens qui me font briller devant la caméra. Jacques, Lucette, Normand, Alain à la réalisation, Sophie également, précieuse recherchiste. Et parce que ça arrive jamais que je me louange moi-même, je vais me dire merci à moi-même et je vous dis à très bientôt. OK, bye-bye.